Donc, Gatewatcher, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un éditeur français de solutions de détection d'intrusion. Donc, l'entreprise a été fondée en 2015 par Jacques Delarivière et Philippe Gillet. Et depuis 2015, du coup, nous protégeons les plus grandes entreprises, les institutions publiques et des organismes de défense face aux intrusions. Donc notre offre s'articule sur trois grands volets qui sont bien sûr la détection, la mise en conformité, notamment la mise en conformité par rapport vis-à-vis de la LPM et la cyber threat intelligence suite au rachat l'an dernier de Last Infosec. Et sur les dernières actualités de Gatewatcher, nous sommes en cours de levée de fonds et nous allons lancer prochainement une nouvelle offre de NDR. Aujourd'hui, de quoi on va vous parler? L'idée, ça va être de faire un peu un tableau de pourquoi aujourd'hui l'IA en détection tend à se répandre, quel est le contexte qui fait que le machine learning et l'IA se répandent dans la détection d'intrusion en cybersécurité. Ensuite, Jérôme vous présentera un cas d'usage de qu'est-ce qu'on fait chez nous concrètement sur ces sujets-là, et notamment sur le cas de la détection de DGA. Et ensuite, on fera un petit retour d'expérience sur comment on met en œuvre l'IA chez Gatewatcher et quels sont ses principaux avantages et surtout et ses principales limites. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte qui est éminemment favorable à la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle en cybersécurité. Alors pourquoi? Personne n'ignore, j'imagine, que les menaces sont toujours plus nombreuses aujourd'hui, toujours plus nombreuses tant en qualité qu'en quantité. Je crois que c'est l'ANSSI dans son rapport de l'an dernier qui pointait une augmentation de 255% du nombre d'attaques par ransomware, par exemple. Les attaques aujourd'hui sont longues, sont persistantes et surtout sont discrètes. Dès que donc c'est le petit graphe que j'ai mis sur le slide. Donc, il y a différentes phases sur ces attaques. La plupart ont lieu au sein du réseau, sans intervention extérieure, et sont extrêmement compliquées à détecter et nécessitent de pouvoir analyser les comportements des acteurs sur les réseaux pour pouvoir détecter. Les SI sont en plus de plus en plus complexes et génèrent de très grandes quantités de données à analyser. Donc avec les méthodes de détection classiques qui existaient jusque-là, donc les méthodes par signature, les méthodes par sandboxing d'analyse de fichiers, on atteignait certaines limites qui étaient notamment sur le traitement de ces grands volumes de données et sur la capacité d'analyse des flux internes. C'est pour ça que ces méthodes aujourd'hui d'IA et d'analyse comportementale sont arrivées. C'est que ça permet une détection à tous les stades de l'attaque, donc pas seulement au moment de l'utilisation de l'exploit pour s'intégrer sur le réseau, mais sur toutes les phases qui peuvent se dérouler sur le réseau. Et ça permet aussi de gérer ces grandes masses de données, de limiter finalement le nombre d'alertes, de corréler les alertes pour en tirer un peu les alertes, les alertes principales qui permettront ensuite aux analystes de se concentrer directement sur les menaces les plus importantes. Alors, un petit état des lieux aujourd'hui du marché de l'IA dans la cybersécurité. Capgemini a réalisé une enquête l'an dernier auprès de grandes entreprises du domaine sur un peu l'organisation de l'IA dans différentes branches de la cybersécurité. Ce qui en est ressorti, c'est que en détection principalement, on voit que l'IA est aujourd'hui très utilisée. 50% des entreprises qui avaient été démarchées ont été démarchées ont répondu qu'ils avaient une forte utilisation de l'IA dans la détection, 34% sur la prédiction et 18% sur la réponse incident, du coup la réponse automatique. Aujourd'hui, quels sont
finalement les grands cas d'usage que tout le monde connaît bien, hein, qui sont les cas d'usage un peu historiques, qui sont la surveillance des emails, donc la détection des spams, la détection des pièges jointes malicieuses, la détection aujourd'hui qui commence à apparaître, la détection automatique de phishing. On a des gros cas d'usage aussi sur la surveillance des flux réseau, donc ce que fait Gatewatcher, hein, grâce à la vision complète du réseau et des différents protocoles qu'on peut avoir sur des équipements de type sonde ou NDR, qui permet d'analyser tous les comportements réseau et d'en retirer des anomalies. Et on peut aussi travailler, il y a du travail qui est fait sur l'amélioration de la threat intel, notamment sur l'automatisation de la collecte d'informations, sur la structuration des données, sur la mise à disposition. Euh, comment, pour poser un tableau un peu de qu'est-ce que le machine learning en tout cas en cybersécurité aujourd'hui, il y a deux grandes familles qui existent, qui sont le machine learning dit supervisé et le non supervisé. Alors le machine learning supervisé, c'est utilisé principalement en cybersécurité pour de la classification. Donc on part de données labellisées, d'attaques connues en fait, de bases de données labellisées, par exemple données saines et données d'attaque, pour simplifier. Et ensuite, on fait apprendre à des modèles à reconnaître ces différentes classes pour pouvoir ensuite en production sur des flux réels, pouvoir classer ces données et lever des alertes en cas d'anomalie. L'intérêt de ces modèles, c'est que ce sont des modèles plug and play sur des appliances. Les modèles sont entraînés en labo à partir de données, et ensuite, une fois qu'ils rentrent en production chez le client, ils sont immédiatement efficaces. Par contre, ils nécessitent d'obtenir des bases de données déjà ou de labelliser, hein, des bases de données avec les informations dont on a besoin pour entraîner les modèles. Ensuite, on a le machine learning non supervisé, dont la tâche est de grouper automatiquement des données similaires, mais sans intervention humaine, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est la machine qui va décider elle-même quelles sont les similarités entre les données pour faire des groupes. Alors ce type d'algorithme est utilisé principalement pour analyser les comportements et détecter des anomalies. On imagine bien que si un algorithme classe des données en différents groupes et qu'il y a un groupe qui est statistiquement très différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir, on peut se douter qu'il y a un souci. Ça a un gros avantage, c'est que ça permet de la détection d'attaques non référencées, en fait, d'attaques inconnues, parce que ça va lever des anomalies par rapport à ce qui est considéré par l'algorithme comme normal. Et l'entraînement se fait chez le client automatiquement sur ces données, sans labo, sans intervention d'un data scientist en labo, par exemple. Donc maintenant qu'on a dit ça, chez Gatewatcher, on s'est historiquement concentré au départ sur le machine learning supervisé, dont Jérôme va vous présenter un bon exemple, qui est la détection de DGA. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer cette partie, je voulais juste préciser qu'il est prévu une séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Et vous pouvez poser vos questions aussi sur le chat. On les reprendra par la suite. Donc, avant de vous montrer comment on peut construire à l'aide du machine learning un modèle de prédiction de DGA, on va commencer par se poser deux questions. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un DGA? Et ensuite, pourquoi c'est important de les détecter? Alors, si on se place dans le rôle d'un attaquant qui a préalablement installé un malware sur une machine cliente, à un moment donné, il va avoir besoin de communiquer avec ce malware via ce qu'on appelle un serveur command and control pour pouvoir le piloter, lui envoyer des commandes. Alors, par exemple, pour un ransomware, ça va être un échange de clés de chiffrement. Alors, pour ça, l'attaquant, il a plusieurs possibilités. Le plus simple, c'est que le malware contienne directement l'IP du serveur command and control ou le nom de domaine. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est assez facilement détectable et donc bloquable par des méthodes classiques. Voilà. Donc ça, c'est encore utilisé par certains malwares, mais comme c'est facilement détectable, ben les attaquants, ils ont inventé
une méthode beaucoup plus sophistiquée, qui est donc les DGA. Alors les DGA, DGA c'est un acronyme qui veut dire Domain Generated Algorithm. Alors comment ça fonctionne? En fait, on a d'un côté le malware qui va générer avec un algorithme des centaines, voire des milliers par jour de noms de domaines. De son côté, l'attaquant, il utilise le même algorithme et lui, il va réserver une toute petite partie de ces noms de domaines. Donc en fait, le malware, il va faire des requêtes DNS jusqu'à ce que le nom de domaine qu'il a généré corresponde à celui réservé par l'attaquant. Et une fois que ça correspond, bah, la communication entre le malware et l'attaquant via le CNC peut commencer. Ensuite, donc maintenant, pourquoi c'est important de les détecter? Bah, en fait, la présence de DGA, donc c'est dans une requête DNS sur un réseau, c'est un fort indice de compromission, puisqu'on a vu que ça correspond à du trafic entre un attaquant et un malware. Et maintenant, comment les détecter? Alors là, il semble évident que les méthodes classiques de type liste noire, règles, signatures ne vont pas être utiles et efficaces pour détecter les DGA. Alors, d'où l'utilisation du machine learning pour essayer de créer un modèle prédictif pour détecter ces DGA. Donc maintenant, je vous propose de passer à la démo. Donc, je vais prendre la main. Voilà, j'espère que vous voyez tous. Donc, on est dans le cadre d'une classification binaire. Donc, Aubin vous a présenté ce que c'était qu'une classification dans la première partie. On va essayer de construire un modèle où on va lui fournir en entrée un nom de domaine, donc qui est une chaîne de caractères, et qui va nous fournir en sortie comme résultat si le nom de domaine est légitime ou si c'est un DGA. Alors, par convention, on a l'habitude de labelliser les données, enfin les sorties 0 comme légitime et 1 comme DGA. On a de la chance parce qu'en fait, on a accès à des bases de données de noms de domaine valides et en même temps, on a accès aux algorithmes qui permettent de générer les DGA. Donc, il en existe une cinquantaine, voire maintenant plus, comme on le verra par la suite. Donc, ces algorithmes ont été reversés par des chercheurs en cybersécurité. Donc, ce qui va nous permettre de créer un modèle supervisé. Donc, je vais vous présenter deux modèles. Donc, un premier modèle où, en fait, ça va me permettre de vous expliquer aussi comment on mesure les performances d'un modèle de détection. Et on va voir que ce premier modèle est certes performant, mais il a certaines limites. Et donc, on passera à un deuxième modèle qui va me permettre de vous présenter comment on peut améliorer un modèle de détection et qui sera donc plus performant que ce premier modèle. Alors, dans un premier temps, je fais quelques imports qui me servent par la suite, ainsi que la définition de quelques variables. Donc, au niveau du premier modèle, alors il est basé sur une architecture qu'on appelle LSTM, qui est en fait un réseau de neurones profonds, donc plus connu sous le nom anglais de Deep Learning. Donc, en fait, on a réalisé un entraînement supervisé avec à peu près 320 000 noms de domaines valides, issus d'une base publique, donc, et 320 000 noms de domaines qu'on a nous-mêmes générés à partir d'une cinquantaine de familles de DGA. Alors tout d'abord, quelques précisions sur l'algorithme qu'on a utilisé. Donc déjà, en entrée, on va fournir au modèle prédictif une chaîne de caractères. À un moment ou à un autre, l'algorithme de machine learning, il a besoin de travailler, enfin, il ne peut pas travailler avec des chaînes de caractères directement, il a besoin que ce soit des variables numériques. Donc en machine learning classique, on va dire, on a l'habitude de représenter ce qu'on appelle un dataset, donc c'est une sorte de grand tableau où en fait les échantillons ici correspondent à différents noms de domaines.
et les variables à représentation numérique de chaque nom de domaine. Et ensuite, on fournit ça à un algorithme qui va pouvoir, donc pour l'entraînement, et qui va pouvoir ensuite nous permettre de faire des prédictions. Alors ici, on est dans un cas un peu particulier parce qu'en fait, on travaille avec des chaînes de caractères où en fait la notion de séquence est très importante, puisqu'en fait l'information sur l'ordre des caractères dans la chaîne va être importante pour la détection. Donc du coup, on utilise une architecture un peu particulière de réseau de neurones qu'on appelle réseau de neurones récurrent. En fait, on a simplement une troisième variable ici. Donc ici, l'ensemble des variables, ça va correspondre à la représentation d'une chaîne de caractères. Et ici, la troisième variable, ça va être la représentation en séquence de ces chaînes de caractères, donc du nom de domaine. Alors, à la base, j'avais prévu de vous faire cette démo en exécutant directement, mais suite à quelques problèmes techniques, on voit en fait les résultats directement. Donc, l'entraînement du modèle en lui-même, il prend quelques heures sur une machine GPU, parce que comme vous l'avez vu, on a beaucoup on a à peu près 640 000 exemples pour l'entraînement. Une fois le modèle entraîné, en fait, c'est très simple d'utilisation, parce qu'en fait, il suffit d'appeler une méthode qui s'appelle PredictProba en lui fournissant un nom de domaine en entrée. Et en sortie, le modèle nous fournit une probabilité que le nom de domaine soit un DGA. Donc ici, on voit sur cet exemple que la probabilité est très faible, donc ça veut dire que le nom de domaine est légitime. Alors maintenant, si on prend quelques exemples de DGA et qu'on utilise ce modèle pour la prédiction, donc là, j'ai utilisé 5 exemples. On voit que les 4 premiers sont bien détectés, puisque la probabilité de détection est très très proche de 1. Par contre, on voit que pour le dernier nom de domaine, ici, la dernière ligne, en fait, la probabilité de détection est très faible, ce qui veut dire qu'on l'a détecté comme étant légitime. Donc, c'est ce qu'on appelle un faux négatif. Alors, il se trouve que ce DGA, il provient d'une famille particulière qui s'appelle MathSNU, où en fait tous les noms de domaine sont constitués de la concaténation de mots du dictionnaire, et du coup bah, c'est très difficile à détecter. Alors là, la solution, bah, ça va être d'améliorer le modèle, comme on va pouvoir le voir dans la deuxième partie. Alors maintenant, si je fais la même chose avec des noms de domaine légitimes, donc là, pareil, les premiers que j'ai mis nom de domaine que j'utilise, bah, la probabilité de détection est très faible. Donc ça veut dire qu'on les a bien détectés comme étant légitimes. Sauf le dernier. Voilà, je pense que vous voyez, je le mets. Donc il se trouve qu'en fait, c'est un nom de domaine légitime qui a été détecté comme un DGA, donc c'est ce qu'on appelle un faux positif. Alors, il se trouve que c'est un nom de domaine assez particulier, puisqu'il correspond à un site hébergé par ce qu'on appelle IPFS, et ces noms de domaine, ils contiennent en préfixe un hash, un SHA-256 plus précisément, ce qui fait que il ressemble fortement à des noms de domaine DGA. Alors là, la solution, ça va être en fait de mettre tous ces noms de domaine principaux dans une liste blanche avant de faire la prédiction avec notre modèle. En pratique, il y a à peu près 90 noms de domaine IPFS. Maintenant, je vais vous parler de la performance du modèle, parce que là, je vous ai montré sur quelques exemples, mais en fait, ce n'est pas suffisant pour pouvoir quantifier la performance. Donc pour ça, en fait, on utilise un dataset qui est différent, donc ça c'est très important, de celui utilisé pour l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va utiliser des exemples de noms de domaine qui n'ont pas été utilisés pour l'entraînement. Alors dans un premier temps, on charge un dataset, donc il est sous cette forme, donc c'est un tableau comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ici, pour chaque ligne, on a un nom de domaine.
un vrai label, donc 1 pour DGA, 0 pour légitime. Alors, dans la dernière colonne, on a la famille de DGA. Alors, Majestic Million, ça correspond à la base publique de nom de domaine légitime. Donc, on va retrouver 0 ici dans la colonne du vrai label. Là, on a à peu près 160 000 exemples qui vont nous permettre de calculer les performances du modèle. Alors, pour ça, comment on fait? Alors là, j'avais prévu de faire la prédiction à l'aide du modèle que j'ai chargé juste avant sur uniquement une centaine de ces exemples, parce que comme on l'a vu, en fait, une prédiction unitaire, c'est très très rapide. Par contre, sur 160 000, bah, ça prend quand même un minimum de temps. Donc en fait, quand on effectue la prédiction avec le modèle sur ces noms de domaine du dataset de test, on calcule une probabilité pour chaque, et on voit ici qu'on a rajouté une colonne prédict proba qui correspond à la probabilité de détection, à la probabilité que chaque nom de domaine soit un DGA. Et ensuite, on rajoute une colonne supplémentaire avec le label prédit. Donc là, c'est un seuil. En fait, si la probabilité est supérieure à un certain seuil, on considère que c'est un DGA, donc on va lui mettre comme label 1, comme sur la deuxième ligne ici. Et si c'est une probabilité inférieure au seuil, il aura pour label 0, donc considéré comme légitime. Donc ensuite, l'idée, ça va être de comparer tous les labels prédits avec les vrais labels. Et ça va nous permettre de calculer, enfin d'avoir des indicateurs de performance du modèle. Alors ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lis directement les résultats de prédiction sur l'ensemble du dataset. Donc là, on retrouve le même tableau avec la probabilité de détection, enfin la probabilité que ce soit un DGA, le label prédit et le vrai label, avec les 160 000 exemples qu'on a vus plus haut. Alors, tout d'abord, tous les indicateurs de performance d'un modèle de machine learning sont basés sur ce qu'on appelle une matrice de confusion. Alors, c'est simplement en fait une représentation des résultats du modèle en termes de vrais négatifs, vrais positifs, faux positifs et faux négatifs. Alors, par exemple, ici, si on l'applique sur notre dataset de test, donc en fait, en abscisse, on a le label prédit, donc 0 pour nom de domaine légitime, 1 pour DGA, et en ordonnée, on a le vrai label. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus possible d'éléments diagonaux ici, donc une couleur bleu foncé sur ces éléments diagonaux, et très peu sur de faux positifs et de faux négatifs. Alors ici, on a par exemple, dans le carré en haut à droite, un nom de domaine, enfin tous les noms de domaine qui ont été prédits comme étant DGA, mais qui sont en fait des noms de domaine valides. Donc là, on retrouve tous les faux positifs, et ici, tous les faux négatifs. Donc là, j'ai simplement récupéré tous les faux négatifs et tous les faux positifs. Là, je vais passer un peu rapidement. Alors l'idée, c'est il y a plusieurs types d'indicateurs qui sont utilisables pour déterminer la performance d'un modèle. Là, on comprend bien que l'idée, c'est d'avoir pas uniquement peu de faux positifs ou peu de faux négatifs, c'est d'avoir un compromis, et on souhaite avoir à la fois peu de faux négatifs et peu de faux positifs. Donc pour ça, il existe plusieurs indicateurs. Alors le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le F1 score, qui est un indicateur agrégé. Donc si on calcule ces indicateurs sur notre modèle, sur notre premier modèle, alors le résultat de cet indicateur, c'est entre 0 et 1. Donc plus c'est proche de 1, mieux c'est. Donc là, on voit qu'on a une valeur de 0,989, donc ce qui est déjà très bien. Alors maintenant, là, on a vu les performances globales du modèle. Maintenant, on va s'intéresser plus précisément sur ce que donne le modèle par famille de DGA. Donc, on a vu qu'on avait entraîné le modèle avec une cinquantaine de familles. Donc là, on a représenté sur cet histogramme le pourcentage de faux négatifs par famille de DGA. Donc déjà, on voit sur la droite ici qu'on a des familles avec 0% de faux négatifs. Donc ça veut dire qu'on détecte tout
les DGA sur ces familles. Alors, inversement, ici, on a deux familles qui sont à 100% de faux négatifs. Donc, ça veut dire qu'on détecte rien. Et là, on retrouve en fait les deux familles qui, comme on l'a vu sur un exemple plus haut, correspondent à des noms de domaine, enfin à des DGA qui utilisent des mots du dictionnaire en fait. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une famille. Donc on voit quelques exemples de noms de domaine. Voilà. Donc maintenant, donc on a vu qu'on a un premier modèle avec des bonnes performances, mais qui a certaines limites. Donc, bah, ce qu'on va essayer de faire, c'est améliorer ce modèle en fait. Alors donc, ça correspond à la deuxième partie de la démo. Donc, ce que j'ai appelé le modèle V2, donc qui va être un modèle hybride pour lequel on va utiliser des features. Alors, les features, c'est les variables dont j'ai parlé plus haut, qui proviennent d'un réseau de neurones, et aussi des variables qui sont calculées à la main. Par exemple, l'entropie métrique ou le rapport de voyelles et de consonnes dans le nom de domaine. On a aussi, puisqu'en fait, historiquement, entre le premier modèle et le moment où on a implémenté le deuxième modèle, il y a eu des nouvelles familles de DGA qui sont apparues. Alors, il n'y en a pas. En pratique, il y a des familles qui apparaissent régulièrement, mais c'est relativement rare quand même, puisque souvent les développeurs de malware, ils utilisent des algorithmes existants. Donc de la même façon, on a réalisé un entraînement supervisé, donc là avec à peu près 500 000 exemples. Donc comme pour le modèle V1, donc j'importe le modèle, l'API reste la même. En fait, on applique une méthode qui s'appelle predictproba en lui donnant en entrée un nom de domaine. Donc ici, on voit qu'on retrouve une probabilité très faible avec le même exemple. Si maintenant je reprends les mêmes exemples de DGA et que je refais la prédiction avec ce nouveau modèle, donc là on voit que le DGA qui tout à l'heure était un faux négatif, maintenant il est bien détecté comme étant un DGA, donc ce qui correspond à un vrai positif. Donc déjà rien que sur ces exemples, on voit qu'on a amélioré le modèle. Donc la même chose sur les noms de domaine légitimes, avec les mêmes exemples que tout à l'heure. Bah là, on a toujours le même souci, hein, puisqu'on a vu que la solution, ça serait de créer une liste blanche en amont du modèle basé sur du machine learning. Donc maintenant, si on veut regarder les performances de ce deuxième modèle, donc de la même façon, on charge un dataset de tests avec les vrais labels. Donc là, bon, pareil, je l'exécute sur un échantillon. Je prends une centaine au hasard pour calculer la probabilité que ce soit un DGA. Et ensuite, je calcule le label prédit. Toujours pareil avec un seuil. Donc là, si je lis directement les résultats sur tout le dataset de test, donc on retrouve le même tableau. Donc bah, je vais refaire la même chose que pour le modèle V1, donc en calculant la matrice de confusion. Donc ici, on voit que bon, même si on n'a pas tout à fait le même nombre d'exemples que tout à l'heure, que dans le modèle V1, on voit qu'il y a beaucoup moins de faux positifs et de faux négatifs. Alors, pour rappel, tout à l'heure, on avait, si je reviens sur la première matrice de confusion, voilà, on avait 735 ici faux positifs et 1013 faux négatifs. Donc on va calculer de nouveau la même chose, le F1 score, et on voit que là on est passé à 0,998, donc ce qui est très très proche de 1. Donc là c'est clairement, on ne peut pas faire beaucoup mieux en fait. C'est normal qu'il reste des faux positifs, un minimum, et des faux négatifs. Alors là où c'est plus intéressant, c'est si on regarde spécifiquement par famille de DGA. Donc là on en a 80 au lieu de 50, mais on voit qu'on en a beaucoup plus qui sont à 0 en pourcentage de faux négatifs
ce qui signifie que pour ces familles, on détecte tout. Et surtout, les familles qui n'étaient pas du tout détectées avec le premier modèle, maintenant sont détectées avec un taux de faux négatif qui est inférieur à 80%. Alors certes, ça reste un peu élevé, mais on n'est pas obligé. Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que le malware, chaque jour, il va générer des centaines, voire des milliers de DGA avant que ça matche avec un nom de domaine que l'attaquant a réservé. Donc, on va voir passer, ça va correspondre à autant de requêtes DNS. Et sur chaque DGA généré, on va faire la prédiction. Donc, si on en détecte déjà 20% sur des centaines, voire des milliers, bah, ça va permettre de remonter une alerte pour montrer qu'il y a un souci. Et, donc, voilà. Donc là, par exemple, avec une famille, on a quelques exemples avec où tout à l'heure, on avait des noms de domaine qui n'étaient pas du tout détectables, donc des DGA pas du tout détectables, qui maintenant sont très bien détectés. Alors pour la dernière partie, je vais vous parler d'une attaque qui a fait pas mal de buzz en fin d'année 2020, dont vous avez certainement entendu parler, donc qui était l'attaque contre l'éditeur SolarWinds. Donc le malware correspondant qui s'appelle Sunburst, en fait, il se trouve qu'il utilisait des DGA pour générer des noms de domaine. Alors, il se trouve que c'est une nouvelle famille, en fait, et particulièrement difficile à détecter, puisque la partie, là, je vous ai mis un exemple, et en fait, la partie aléatoire en préfixe dans le nom de domaine était, dans la plupart des exemples, plus petite qu'une partie qui ressemblait à quelque chose de légitime. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir sur ce lien qui est un rapport qu'a fait GetWatcher sur l'attaque Sunburst. Donc ici, ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'a pas utilisé cette famille pour l'entraînement du deuxième modèle. Là, je charge un certain nombre de noms de domaine qui correspondent à des noms de domaine DGA générés par Sunburst. Donc là, le vrai label, il est à 1 pour tous, hein, puisque c'est les DGA. Là, j'avais fait le calcul en prenant 200 parmi les 722. Donc pareil, pour calculer le label prédit. Et si je calcule la matrice de confusion, bah en fait, on voit ici que tous les DGA de Sunburst sont bien détectés. On a 0 faux négatif. Alors là, je l'ai fait pour 200. Si on prend toute la base que j'ai chargée, donc sur les 1722, en fait, on a un seul faux négatif, donc, que je vous montre ici. Donc, on voit qu'on a de très bons résultats avec ce nouveau modèle. Donc, en conclusion sur cette démonstration, donc on a vu qu'on a un premier modèle en fait de détection basé sur du machine learning qui a de bons résultats, mais qui était améliorable sur certains points. Donc, en particulier, il y avait certaines familles de DGA qui n'étaient pas détectées. Et ensuite, donc, je vous ai montré un deuxième modèle que nous avons développé, qui lui a encore des meilleurs résultats puisqu'il détecte toutes les familles, et en particulier une famille qui n'a pas été utilisée pour l'entraînement, donc qui correspond à Sunburst. Donc j'espère vous avoir montré que les avantages de l'utilisation du machine learning pour la détection de DGA, où on a une très bonne généralisation à de nouveaux exemples qui n'ont pas été utilisés pour l'entraînement. Et pour le deuxième modèle, on a même une très bonne généralisation à au moins une nouvelle famille de DGA. Voilà, donc je vais repasser la main à Aubin pour la dernière partie. Hop, alors je vais reprendre la main sur les slides. Hop, petite seconde. Hop. Alors du coup, merci Jérôme pour
pour cette présentation. Alors, nous, quels sont finalement, quels sont chez Gatewatcher nos retours d'expérience sur le machine learning dans la détection? Alors, déjà, sur un certain nombre de sujets, on sait que les techniques de machine learning, les algorithmes de machine learning sont extrêmement efficaces. Donc, Jérôme vient de vous le démontrer pour la détection de DGA, mais c'est vrai aussi pour d'autres types de détection, notamment la détection de ransomware, où on est capable aujourd'hui de détecter quasiment immédiatement le- la mise en activité finalement du ransomware dès qu'il va commencer à crypter les derniers fichiers, les premiers fichiers, pardon. On sait aussi que ça fonctionne très très bien pour la détection de PowerShell malveillants, ça nous permet, nous, sur nos systèmes d'alerte, de corréler nos alertes pour réduire les faux positifs par rapport à nos systèmes d'alerte classiques. On a aussi un très fort potentiel sur d'autres sujets, hein, qui sont la détection de mouvements latéraux, la détection d'anomalies entre les différents acteurs du réseau, donc entre des utilisateurs, des serveurs, entre différents serveurs, qui permettent de détecter des montées en privilège, hein, entre autres des mouvements latéraux. Ça nous permet aussi de travailler sur la détection d'anomalies sur des flux cryptés, parce que comme on n'a pas nécessairement besoin du payload pour travailler, en fait, on travaille juste sur des métadonnées ou sur des simples indicateurs de connexion de flux. La nécessité du payload est pas toujours utile. Sur les mêmes principes que la détection de DGA, la détection de phishing aussi est quelque chose qui a un très fort potentiel, hein, qui est en recherche avancée. En fait, avec du deep learning, on serait capable de détecter les liens dans des emails qui conduiraient vers du phishing. Et enfin, il y a la dernière partie qui est en lien avec notre NDR, c'est l'automatisation de certaines réponses suite à des alertes. Alors, il faut bien comprendre que le machine learning apporte quand même apporte par rapport à des systèmes plus classiques pas mal d'avantages, hein. Notamment, Jérôme l'a montré là, sur les DGA notamment, l'entraînement d'un modèle de machine learning permet normalement de pouvoir détecter des attaques qui n'étaient pas référencées auparavant si elles ont des similarités avec les attaques existantes. C'est ce qui a été montré avec Sunburst. On n'a pas besoin sur un modèle de machine learning d'intégrer toutes les attaques, tout ce qui est connu sur une attaque pour la détecter. Une nouvelle attaque, finalement, les attaquants, une fois qu'ils savent qu'ils sont détectés par des systèmes de signature, ils vont juste changer quelques lignes de code pour pouvoir passer inaperçu. Un système de machine learning détectera quand même ces attaques parce que les comportements statistiques finalement des attaques ressembleront suffisamment à la base sur laquelle il a été entraîné pour que ça soit détecté. Du coup, contrairement à un système plus classique, un système de ML est capable de détecter un signal anormal qui n'a pas été vu auparavant. Et un autre intérêt très fort du ML, c'est qu'on calcule un score finalement qui est une probabilité qu'une anomalie détectée soit malveillante. Au lieu de donner un signalement binaire, c'est malveillant, c'est pas malveillant. Ça permet de gérer finalement les faux positifs à partir d'un curseur d'un curseur de seuil, ce qui est moins le cas avec d'autres systèmes. Alors par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le machine learning, c'est un très bel outil, mais c'est pas la panacée, hein. C'est un outil qui est complémentaire à toutes les autres technologies, c'est pas le meilleur outil pardon, pour tous les usages. Déjà parce que le carburant du ML, du machine learning, ce sont les données d'entraînement. Les données sont difficiles à trouver. De trouver des bases de données labellisées de qualité, c'est compliqué, il en faut en grande quantité. C'est compliqué à trouver. Pour le machine learning non supervisé, ça nécessite d'entraîner sur les données d'un client. Certains acteurs même mettent en commun les données des clients, ce qui n'est pas notre cas, hein, pour entraîner leurs algos pour qu'ils soient plus performants.
C'est une vraie problématique, les données dans le machine learning, et elles ne sont pas toujours disponibles pour tous les usages. Ensuite, les solutions, notamment les solutions non supervisées qui vont apprendre chez le client, représentent un coût de calcul pour les appliances qui est extrêmement important. C'est moins vrai ça pour les solutions supervisées où finalement on charge un modèle qui va faire la prédiction très rapidement, donc c'est pas plus lourd qu'un modèle par détection de signature. Par contre, les modèles qui apprennent sur les données clients nécessitent un coût de calcul extrêmement important. Et enfin, un dernier point qui pour l'instant est anecdotique, mais qui pourrait se développer, c'est que des solutions tout IA pourraient être attaquables pour être trompées. Typiquement, un attaquant qui connaîtrait l'algorithme qui est utilisé, surtout l'algorithme notamment non supervisé qui est utilisé, pourrait construire des attaques qui seraient statistiquement non détectables par cet algorithme. Voilà. Et ensuite, comme finalement la plupart des bases, hein, des méthodes, les méthodes par machine learning nécessitent un suivi régulier de performance en fait, pour être réentraîné si besoin. Mais ça nécessite pas des mises à jour quotidiennes ou comme des bases de signature, mais ça nécessite quand même un suivi pour des réentraînements de temps en temps. Alors, comment ça se manifeste chez GateWatcher? On a plusieurs grands axes en fait qui cohabitent, plusieurs types d'outils qui cohabitent. On a nos outils, donc Seekflow, qui est une base qui est de l'analyse trafic, de trafic de protocoles et de payloads, qui est basé sur des signatures de threat intel, donc avec plus ou moins de règles qui sont activables, mais qui sont les méthodes dites classiques qui fonctionnent très bien dans beaucoup de cas. On a une partie codebreaker qui va détecter toutes les techniques d'exploitation, d'obfuscation, et qui est notamment la détection de shellcode. Ensuite, on a aussi nos moteurs antivirus, hein, qui sont de l'analyse finalement de l'analyse antivirus classique, donc où on mélange, on a un panel d'antivirus pour couvrir un peu tout le spectre possible, et ce moteur antivirus qui est couplé d'un moteur dit RetroAct qui permet de réanalyser quelques jours, semaines après une première analyse des fichiers pour profiter des bases mises à jour au cas où les signatures, les antivirus n'étaient pas en mesure de détecter lors de la première analyse. Et tous ces moteurs qui sont usuels hein, dans la détection, sauf Codebreaker qui est un moteur maison extrêmement de R&D avancé, je pense qu'il y aura un webinaire sur le sujet un jour, tous ces moteurs sont couplés aux algorithmes de machine learning pour finalement fournir aux analystes des alertes qui soient à la fois de qualité et en nombre raisonnable. Voilà, donc c'était tout pour notre présentation. J'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées dans le chat, notamment pendant la présentation de Jérôme. Oui, donc Robin, si tu peux revenir sur le... Il y a une première question effectivement sur le nombre de requêtes que va faire un malware. Voilà. Donc ici, on voit sur la gauche, effectivement, donc je vous ai dit, il y aura par jour des centaines, voire des milliers de requêtes. L'attaquant, il va réserver un, voire quelques-uns noms de domaine. Alors, on n'a pas forcément d'idée précise sur le nombre de requêtes moyens qu'il va falloir, mais je dirais que pour répondre à la question, statistiquement, il y a très très peu de chances que le premier nom de domaine généré par le malware corresponde à celui réservé par l'attaquant. Et comme il y a vraiment beaucoup de possibilités, je ne peux pas donner de réponse précise, mais on va dire que c'est très très probable que avant que le malware reçoit une réponse qui ne soit pas un X domaine, il est généré et fait des centaines, voire des milliers de requêtes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. La question, bonjour. La question sous-jacente, là vous faites de l'IA avec une approche vraiment sur la donnée et savoir déterministe, savoir si le nom de domaine est oui ou non malveillant.
l'approche est plutôt de dire pourquoi on ne fait pas des approches par comportement du poste de travail. Enfin, le poste de travail d'un utilisateur qui surfe a un comportement relativement habituel avec un certain nombre de domaines assez classiques, des goggles, etc., pour un volume ou un pourcentage N dans un trafic. Si je commence à tirer des dizaines, voire des centaines de noms de domaines relativement courts, peu habitués statistiquement, etc., j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle devrait nous dire, bah là, vous avez un comportement anormal en termes de fonctionnement et en termes de requête DNS, donc il y a certainement un malware. Oui, tout à fait, mais c'est complémentaire en fait. On peut C'est très bien avoir en complément. Alors, comme vous l'a montré au bas, en fait, on a des moteurs de détection basés ou non sur l'IA dans la solution, en particulier TrackWatch. Et tout ça, c'est complémentaire. Donc, plus on détecte tôt une attaque, plus. Voilà, par exemple, imaginons que le malware, il n'ait pas été installé via le réseau, mais via une clé USB, ben on ne va pas pouvoir la détecter avec la sonde réseau. D'accord. D'accord. Ça veut dire que ce type d'attaque, enfin d'approche statistique, comme j'évoque par le nombre de requêtes, est déjà implémenté dans les sondes? Alors, aujourd'hui, ça sera implémenté dans la version NDR qui va sortir, hein, qui sera qui prend une approche, enfin qui sort très prochainement là, qui a privilégié une approche comme vous le décrivez de vision utilisateur. Donc c'est ce qu'on indiquait c'est dans nos pistes, dans la R&D qui est dans notre R&D avancée finalement. C'est quasiment prod, hein, mais c'est cette vision par utilisateur et des interactions entre les différents utilisateurs et les utilisateurs et les différentes appliances du réseau qui sera visible. C'est, si vous voulez, le modèle de détection déjà qu'on a mis en place aujourd'hui, il a un avantage, c'est qu'il est plug and play, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'entraînement. Une approche et surtout qu'il est extrêmement peu coûteux en ressources sur les appliances. Une approche par utilisateur, c'est pas la même, c'est pas c'est pas le même coût en ressources sur une appliance et ça nécessite une certaine période avant d'être effectif. Donc, si vous voulez, c'est deux approches qui sont complémentaires, qui sont la partie supervisée et la partie non supervisée, parce que le par utilisateur c'est du non supervisé. Ces deux approches qui sont complémentaires et qui ont toutes les deux une valeur. Nous, on avait privilégié de commencer de mettre en production au départ, parce que l'algo DGA est déjà en production sur nos sondes, hein, de mettre en production au départ des algorithmes supervisés pour leur simplicité de mise en œuvre pour les utilisateurs. Oui, oui, je comprends la problématique performance. C'est juste une question un peu plus large en sous-jacent qui est, alors moi je suis plutôt du domaine gestion de risque, hein, donc une approche par scénario et notamment pour la supervision d'applications ou de comportements métiers qui s'approcherait du DNS, c'est quand même aussi intéressant en interne des entreprises pour vérifier que il n'y a pas un dysfonctionnement ou il n'y a pas un comportement anormal ou suspect sur une application métier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on n'est plus sur de la technique, mais on est bien, on recherche des traces ou un fonctionnement logique, légitime d'une application. Et puis, on a tout à coup un utilisateur qui sort complètement des canons des autres utilisateurs. Et là, on peut se dire qu'il y a un comportement anormal, quoi. Tout à fait. Ce sont les approches par UEBA qui seront implémentées dans le NDR. Ouais. D'accord, vous appelez ça comment? Désolé, hein, parce que entre ma philosophie et la réalité, de E et bas, c'est ça, c'est-à-dire? UEBA, si je ne me trompe pas. L'idée aussi, c'est qu'on va pouvoir corréler les différents types d'alertes. Oui, oui. Oui, totalement. Et du coup, remonter à l'utilisateur de la solution une alerte globale qui va dire, bah voilà, ce poste client-là, il y a à la fois, on a détecté des DGA, on a détecté un autre type de, voilà, une autre alerte. Et s'il y a plusieurs alertes qui montrent en indice de compromission, on aura une alerte globale qui va remonter à l'utilisateur sur ce poste-là. Parce que l'idée, c'est bien sûr de pouvoir de faire en sorte que celui-ci réagisse, fasse la réponse à un incident le plus vite possible. Merci. Alors, on nous demande aussi pour quand est prévue la nouvelle version de NDR? Après l'été.
après l'été. Après, pour en savoir plus, honnêtement, il faudra se rapprocher de nos commerciaux. Voilà, c'est que la vision des équipes techniques et la vision commerciale sur ces sujets-là sont pas toujours, enfin, sont pas toujours alignés. Alors, Ender, c'est pas une nouvelle version, hein, c'est une évolution de ce qu'on fait actuellement, et c'est prévu après l'été. Ah, c'est un nouveau produit. Pardon. C'est un nouveau produit qui est dans la continuité de nos sondes actuelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas dans le chat. Donc, je vous ai mis dans le chat le lien vers la documentation sur le rapport de Gatewatcher sur l'attaque Sunburst. Alors, le lien que j'avais mis dans ma démo, visiblement, il dit qu'il ne fonctionnait pas, donc il faut prendre le deuxième lien si ça vous intéresse, que j'ai mis dans le chat. Sinon, si par la suite vous avez d'autres questions hein, qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter. J'avais juste une question, excusez-moi. Juste, je vous avais posé la question pour la nouvelle version. En fait, effectivement, c'est un nouveau produit. Comment il va s'appeler? Il va s'intégrer, ça sera un nouveau composant, Sigflow, Codebreaker, Malcore, Retroact? Il y aura un autre composant? Comment ça va arriver, cette solution? Je pense pas que pour l'instant, comme ça a été, la présentation officielle n'a pas été faite, je pense pas qu'on soit habilité à décrire quoi que ce soit sur le NDR. D'accord. Je pense que voilà, Je comprends. je vais vous demander un peu de patience et d'attendre la présentation probablement par Philippe quand elle aura lieu. Ok, très bien, merci. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions dans quelques secondes, on va clôturer ce webinaire. Merci de votre attention. Vous recevrez ensuite par retour de mail des possibilités de contact, hein, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de présentations plus avancées ou plus générales, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci de votre attention. Merci, bonne journée. Merci.